Bonjour à tous. Bonjour bienvenue dans cet épisode de Solo Elite. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les lundis matin, plutôt en fin de matinée, comme vous le voyez, il est 11h30 au moment où je parle. En fait, je profite de ce live pour répondre à tout un tas de questions que j'ai reçues durant les derniers jours, que ça soit par email, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et je voudrais commencer par un email que j'ai reçu il y a quelques jours de Elodie qui finalement réagissait à un email de ma newsletter en fait que j'avais envoyé, dans lequel je disais qu'il y avait deux exceptions par rapport au fait de se brader en tant que prestataire de service. Pour moi, il y a deux cas exceptionnels où il est intéressant de baisser ses tarifs. Et j'avais dit que c'est intéressant de baisser ses tarifs quand on n'a pas de portfolio, quand on commence, quand on débute, parce que qu'est-ce qui va faire que un client en fait va faire appel à nous plutôt qu'à un autre? C'est le portfolio. Et si on n'a pas de portfolio, quel est notre argument principal? C'est de bosser, et parfois gratuitement. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'assume totalement parce que, c'est une approche qui est très pragmatique. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas de portfolio facturerait 400 euros par jour, alors que tous les autres facturent 400 euros par jour et parfois ont un portfolio incroyable? Pourquoi? Il n'y a aucun sens. Donc pour moi, c'est important de baisser ses tarifs au tout début, mais il s'agit de rapidement les augmenter, bien sûr. Et en fait, Elodie me disait par email que c'était pas bien de dire ce genre de truc et tout. Donc il y a ce cas du portfolio qui n'existe pas. Là, il faut se brader, c'est comme ça. C'est pour simplement se créer un portfolio, pour créer des témoignages clients, etc., simplement pour commencer à lancer la machine. Et après, la deuxième exception, c'est quand on a un service ultra rodé, quand on a un process ultra rodé qui permet de faire du volume. C'est le système dont je parle dans ma formation Smart Service. Donc il y a deux cas particuliers où pour moi c'est important de baisser ses tarifs pour le coup ça n'a pas plu du tout à Elodie, qui m'a envoyé un email en disant que c'était scandaleux, etc. Je pense que elle ne connaît pas forcément mon contenu de façon détaillée, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, sur le fait qu'il faut pas brader ces services et qu'il faut rapidement pratiquer des tarifs premium. Mais les tarifs premium, c'est pas possible de les pratiquer quand on débute. C'est-à-dire qu'un débutant qui va demander 1000 euros de l'heure, comme je le fais pour certains clients, c'est un escroc parce qu'il n'a pas les compétences. Moi, je vois plein de personnes qui parlent de high ticket, des formateurs, etc., du fait de vendre des prestations haut de gamme. Mais ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de portfolio, etc. Si tu débarques et que personne ne te connaît, pourquoi est-ce qu'on te paierait 10 000 euros pour des prestations? Ça n'a aucun sens. Donc au début, il faut être pragmatique, baisser ses tarifs, avoir des tarifs très très faibles et ensuite les augmenter au fur et à mesure. Mais moi je comprends pas, c'est de l'escroquerie pure que de dire aux gens demande 1000 balles de l'heure, même si t'es débutant, c'est pas grave, ça va attirer des clients ultra qualifiés, des clients de bonne qualité. C'est complètement stupide pour moi et c'est pour ça que je parlais de deux exceptions. Donc si t'as pas de portfolio, tu commences avec des tarifs très faibles, et j'ai des gens dans mon entourage qui commencent, et c'est ce que je leur conseille de faire, et ça marche comme ça, ils sont capables du coup d'avoir un portfolio plus rapidement que n'importe qui, et ils peuvent commencer à bosser, et derrière évidemment ils vont pouvoir pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés. Mais on peut pas commencer à 1000 euros de l'heure. Moi j'ai pris du temps avant d'en arriver là. Donc la mode du high ticket, du haut de gamme en français, c'est très bien, et moi je pousse absolument tous les indépendants à aller dans ce sens-là. Si vous débutez et que vous n'avez aucune expérience, par contre, il faut être pragmatique, il faut être prêt à en morfler un petit peu. Moi c'est pas c'est pas pour l'amour du boulot. Il s'agit pas de bosser pour bosser et de souffrir ou quoi. C'est pas du tout l'approche que j'ai. Mais au début, il faut faire les efforts que les autres ne sont pas prêts à faire. Et s'il s'agit là-dedans, de baisser ses tarifs, il faut le faire. Voilà. Donc il y a plein de gens qui il y a deux écoles, il y a deux équipes. Il y a ceux qui vont dire ouais, baisser ses tarifs, c'est honteux, etc. Et les autres un peu plus pragmatiques qui vont dire bon, il faut le faire un peu au début et ensuite augmenter ses tarifs au fur et à mesure. Mais moi, c'est du pur pragmatisme. Au début, on pratique des tarifs très faibles si on n'a pas d'expérience. Moi, j'ai pas pratiqué des tarifs très élevés, et ensuite on augmente. Mais il faut augmenter tout le temps. Mais entre un rédacteur par exemple A qui n'a aucun portfolio, qui facture, je sais pas, 400 euros par jour, et le rédacteur B qui a plein d'expérience, qui a un super portfolio et tout, qui facture 400 euros par jour, à votre avis, qui est-ce qui va remporter le contrat? Le rédacteur B, tout simplement. Alors que si le rédacteur A faisait limite du gratos et proposait ses services
pour un essai en fait, mais ne serait-ce que pour faire un essai en fait gratuitement et promet d'écrire des articles incroyables par exemple, bah là la personne en face, le client, il peut hésiter, il peut se dire ah bah tiens c'est peut-être pas mal de le tester lui quand même parce que bon bah il a l'air ultra motivé, etc. Donc voilà, je voulais juste répondre à cette conversation que j'ai eue par email avec cette personne-là. Moi je suis pour le haut de gamme, c'est-à-dire que j'encourage les prestataires de services justement à aller vers du haut de gamme, mais pour ça il faut commencer quelque part. Et juste dire ouais facture ultra chère dès le début, c'est complètement, je vais rester poli, c'est complètement stupide. Je veux dire ça, c'est vraiment des vendeurs de rêves qui racontent ce genre de trucs. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Le high ticket, le haut de gamme, c'est très bien, mais c'est un long chemin pour y arriver, à moins que vous ayez de l'expérience. Là, dans ce cas-là, c'est très différent. J'ai eu un email aussi de Bill qui disait pas plus tard qu'hier, j'étais avec un prospect au téléphone et quand il a vu mon nombre de recommandations sur LinkedIn, il n'avait pas trop confiance. J'ai malgré tout réussi à lui faire comprendre que un réseau, ça se construit, mais je m'interroge toujours sur le fait d'utiliser LinkedIn comme moyen de prospection pour commencer. Alors, honnêtement, moi, quand je prospecte sur LinkedIn, personne me dit personne regarde mon nombre de relations. Alors moi, j'en ai beaucoup aujourd'hui, donc c'est pas un problème. Mais même au début, on m'a jamais dit tiens, vous avez tant de relations. J'ai pas trop confiance et tout. Le nombre de relations importe peu si tu as des témoignages. J'ai une vidéo que je vais sortir bientôt d'ailleurs sur le sujet, sur les témoignages. Si tu as des témoignages incroyables, mais que tu as 300 relations sur LinkedIn, c'est pas un problème du tout en fait. Donc il faut commencer, si tu commences à prospecter, l'email et LinkedIn, c'est la base pour moi. Si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent dans LinkedIn Sales Navigator, il faut aller sur par email, on peut prospecter par email, ça marche très bien. Mais les gens qui disent ouais, vous avez pas trop de recommandations sur LinkedIn ou de relations. Alors les recommandations, c'est différent des témoignages, hein, donc j'essaie de bien comprendre. Mais quand il a vu mon nombre de recommandations sur LinkedIn, tu dis Bill, il n'avait pas trop confiance. Il y a les recommandations de compétences et les témoignages. Moi, je sépare les deux. Les recommandations de compétences et tout ce qui est relations, ça n'a pas d'importance. Les témoignages, c'est important. Par contre, là, c'est vraiment important. Donc, il vaut mieux en avoir même dès le début quand tu commences. Et une fois que tu en as, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, voilà, il faut pas s'interroger sur le fait d'utiliser LinkedIn comme moyen de prospection. Je le répète constamment, LinkedIn et l'email, c'est la base. Et si tu ne veux pas payer quoi que ce soit, l'email, c'est très, très bien. Pas besoin de faire de pub sur Facebook, etc. Si tu débutes, tu peux totalement envoyer des messages sur LinkedIn, voilà. Et honnêtement, les gens ils s'en fichent un petit peu. Enfin, je veux dire, on croit souvent qu'ils regardent notre profil, qu'ils le scrutent, etc. Mais honnêtement, enfin, les gens ils s'en fichent de nous en fait. Je veux être très clair là-dessus. Les gens ils ne pensent qu'à leurs problèmes, ils ne pensent qu'à leur petite vie. Et c'est très bien comme ça. Ça nous arrange en tant qu'expert, en tant que consultant, coach, freelance, etc. Ça nous arrange que les gens soient auto-centrés. C'est très bien. Je veux dire, moi, voilà, c'est une question. Justement, ça nous permet d'appuyer sur certaines douleurs, sur certaines problématiques qu'ils ressentent. Les gens, ils vont rarement regarder notre profil, etc. Vraiment, quand on débute, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux agrandir son réseau, voilà, augmenter son nombre de relations pour en avoir 500 au minimum. Moi, je recommande toujours de faire ça au début, mais et d'avoir des témoignages. Enfin, c'est beaucoup plus important d'avoir des témoignages que des relations, des recommandations de compétences, etc. Donc voilà pour cette question de Bill, mais voilà, il me demandait mon point de vue par rapport à ça. LinkedIn et l'email, c'est la base. Les témoignages avant tout, après les relations, etc. si on veut. Mais l'email aussi fait largement le boulot. Il faut juste faire un peu plus de volume. Mais il faut vraiment pas se poser de questions par rapport à LinkedIn et l'email. Enfin, moi, je le répète constamment et je continuerai de le répéter. C'est ce qui permet de décrocher le plus de contrats. Même si moi, je travaille avec des gens qui souvent n'ont même pas de profil LinkedIn, on le crée de A à Z et ils arrivent à décrocher des contrats. Donc il y a un moment, c'est juste une question de méthodologie, d'approche, mais il faut pas douter du canal en soi. LinkedIn, c'est la meilleure plateforme B2B, enfin je veux dire, c'est la meilleure plateforme pour générer des clients premium, donc il faut foncer dessus, il faut juste s'y prendre de la bonne manière. Et s'il y a un client, un prospect qui trouve qu'on n'a pas assez de recommandations, je ne sais quoi, il y en a plein d'autres, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc voilà pour ça, Sandrine m'a écrit voilà, je vends mes services d'aide administrative, je fais pas mal de choses, du recrutement, de la compta, du secrétariat pur, etc. En fait, mes prospects me payent pour déléguer car c'est souvent des TPE ou PME ou un seul entrepreneur. J'en arrive enfin à l'objection, je n'ai pas le temps de vous montrer. En fait, ils sont tellement débordés, la tête dans le guidon, qu'ils n'arrivent même pas à se libérer du temps pour après en gagner avec ce genre de prestations. Mes arguments sont justement, si vous n'avez pas le temps, je souhaite vous en faire gagner, vous allez pouvoir souffler un peu, etc. Mais soit je ne suis pas assez convaincant, soit c'est une fausse excuse. Alors, les entrepreneurs, forcément, il manque beaucoup de temps, et je connais le sujet, sauf que
Il y a ceux qui ont le mauvais mindset par rapport à ça, ceux qui ont le mauvais état d'esprit, qui ne vont même pas, qui ne sont pas prêts en fait à perdre un petit peu plus de temps au début pour en gagner après. Mais ça, tu peux rien. Je veux dire, tu peux rien. C'est un problème, c'est un blocage mental. T'es pas coach, tu les aides au niveau administratif. Voilà, on n'est pas psychologue dans certains cas. Moi, je tombe parfois aussi sur des prospects. Je sais quand ça relève du blocage psychologique. Je parle pas de gens qui sont timbrés ou quoi. Je dis juste que dans certains cas, il y a des gens qui ont certains blocages. C'est comme ça, c'est parfois leur personnalité. Il faut pas chercher à aller à l'encontre de ça. Si quelqu'un te dit, je n'ai pas le temps de faire appel à quelqu'un qui peut me faire gagner du temps, laisse tomber. Tu vois, c'est peut-être vrai parce qu'il y a un blocage, mais aussi oui, dans certains cas, c'est une fausse excuse. C'est-à-dire qu'ils ont juste pas le temps de regarder ce que tu proposes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils se disent bon, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, mais ça veut dire dans ce cas-là que la douleur n'est pas assez profonde. C'est-à-dire que en gros, oui, ils perdent du temps au quotidien, etc. Ils n'ont pas autant de temps libre qu'ils le voudraient, mais c'est pas assez douloureux, c'est pas un truc qui est assez problématique pour eux pour qu'ils payent quelqu'un ou pour qu'ils prennent quelques minutes en fait pour parler avec toi de ça. Donc il faut aller vers d'autres personnes. Mais tu vois, moi actuellement, Sandrine, je suis justement en train d'essayer de gagner du temps sur certaines tâches. Et je perds énormément de temps en contactant des gens à droite à gauche, des prestataires, etc. Donc et je teste différents prestataires et tout. Mais je perds beaucoup de temps. Je sais que je vais en gagner beaucoup après, mais j'en perds aussi beaucoup actuellement. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont le bon état d'esprit, d'autres qui ne l'ont pas, et certaines personnes qui ressentent vraiment ça comme une douleur et d'autres pas. Donc il faut simplement aller vers d'autres personnes, il faut simplement aller prospecter ailleurs. C'est aussi pour ça que quand on fait de la prospection, que ça soit par email ou sur LinkedIn, on fait un peu de volume. C'est-à-dire que si t'as une personne qui te sort un truc, faut pas être triste ou quoi, faut simplement avancer. Il y a forcément d'autres prospects qui seront intéressés par la suite. Donc ne perds toi-même pas ton temps avec des prospects qui sont pas intéressés, quoi, tout simplement. Après, il y a des moyens d'injecter plus d'urgence, tu vois, dans ton offre. Peut-être que tu peux mettre plus en avant dans ta proposition de valeur, dans ta promesse, que tu peux leur faire gagner, je sais pas, jusqu'à 50% de temps sur telle tâche ou quoi. Sois peut-être plus précise dans ton approche que, tu vois, j'ai l'impression que tu te présentes comme quelqu'un qui fait du recrutement, de la compta. Enfin, tu es trop généraliste en fait. Et sauf que peut-être que du coup, ils ne voient pas forcément ta valeur, alors que si tu mettais le doigt sur la tâche qui leur prend le plus de temps au quotidien, peut-être qu'ils t'écouteraient un petit peu plus. Tu vois, par exemple, peut-être que c'est leur compta qui les ennuie, mais en général on a un comptable. Donc là, tu vois, pareil, il faut que tu creuses en fait ce sujet-là. Peut-être que c'est leur recrutement. Il y a voilà, le recrutement, peut-être que ça prend beaucoup de temps. Il faut creuser en fait. Il faut que tu prennes tous les services que tu proposes, que tu creuses tout ça et que tu vois là où est la plus grande douleur et que tu les approches uniquement par rapport à cette douleur-là, mais pas avec cette approche trop généraliste, parce que là on verra pas ta plus-value et on se dira bon ben j'ai pas le temps de lui parler à cette freelance en fait. Donc voilà pour quelques petits conseils que je pouvais te donner à ce sujet. Alors, sinon, je voulais parler de marketing digital de manière générale. Donc là, c'est pas forcément une question qu'on m'a posée, mais je suis juste, moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre parce que je fais presque une indigestion moi-même de marketing digital, parce que c'est quand je vais même presque plus sur LinkedIn, je poste sur LinkedIn, etc. Mais je regarde même plus mon fil d'actualité parce que j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui parlent de scrapping, de techniques pour faire ceci, cela, enfin. Le marketing digital, moi quand j'applique des techniques de marketing digital chez mes clients, très souvent, avant même de passer à la partie hack, technique, méthodologie, etc., je parle de marketing parce que très souvent, les gens se cachent derrière le marketing digital pour ne pas régler leurs problématiques marketing. Dans marketing digital, il y a marketing, il n'y a pas juste digital. Donc oui, Facebook, la pub, etc., c'est très bien tout ça, mais à un moment, il faut aussi penser à son message, à son problème. Je reprends l'exemple de Sandrine. Là, il y a, là, d'après ce que je viens de voir en live, hein, je l'ai pas étudié avant, mais il y a un problème de positionnement, en fait, d'offre tout simplement. Elle est trop généraliste, alors que si elle se plaçait sur un truc plus précis, elle pourrait sans doute avoir beaucoup plus de réponses. Mais du coup, il faut vraiment se pencher sur son marketing. Quelle est ta proposition de valeur, ta promesse? À qui est-ce que tu parles? Là, moi, je bosse avec une très grosse boîte actuellement. Ben je leur ai créé un système sur mesure de prospection, etc. Mais avant toute chose, je leur ai dit, mais ça, c'est à la limite, c'est le truc le plus facile, la prospection, les outils, etc. C'est facile. Le plus dur, c'est le marketing. Et on a revu ensemble leurs messages, leurs discours, etc. Mais du coup, il faut arrêter de directement sauter d'une technique digitale à une autre, enfin, de passer de la pub Facebook à LinkedIn, à l'email, etc. En se disant, ah bah, c'est pas mon marketing le problème, c'est le canal, c'est le médium. Non, le médium n'est pas le problème. LinkedIn, ça marche. L'email, ça marche. La pub Facebook, ça marche. Et c'est pour ça
ça que je fais tout ça. Les lives Facebook, ça marche. Les lives, enfin peu importe, tout marche en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas le véhicule souvent le problème. Le véhicule, il mène très bien du point A vers le point B. Le problème souvent c'est le conducteur. Et le conducteur, en général, il sait pas très bien conduire. Et c'est vraiment, c'est tout bête comme image, mais c'est vraiment le souci. Donc quasi systématiquement, j'ai quelqu'un en face qui a un problème d'offre. Et c'est marrant parce que j'avais quelqu'un au téléphone il y a pas très longtemps qui me disait ah mais en fait c'est bête, c'est tout bête, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est des trucs que je dis moi-même à mes clients. Ouais, mais souvent, on n'a pas le recul, en fait, sur soi, sur son offre, sur son positionnement, etc. On peut l'avoir pour les autres, mais on ne l'a pas pour soi. C'est aussi pour ça qu'il faut faire appel à des coachs dans certains cas. C'est pour ça que je fais moi-même de l'accompagnement. Mais il faut souvent se remettre en cause. Moi-même, je remets constamment en cause mon offre, etc., mon positionnement. Il faut réfléchir à ça et pas juste, voilà, se dire ouais, c'est la pub qui marche pas, c'est LinkedIn qui marche pas, etc. C'est vraiment, c'est une grosse erreur. Donc moi, je fais une grosse indigestion des techniques, des astuces et tout. J'en propose constamment, mais je sais dans beaucoup de cas que finalement le problème, il vient pas du tout de l'astuce, de la technique, il vient souvent de la proposition de valeur, de la promesse, de la cible qui n'est pas bien définie, etc., etc. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Je voulais répondre à une problématique que j'ai vue hier sur le groupe Facebook, Solo Elite. C'est quelqu'un qui, en gros, cherchait à passer de salarié à indépendant, mais en faisant un peu ce que j'appelle le grand saut. C'est-à-dire qu'il se lançait un petit peu du jour au lendemain. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, mais que je recommande absolument pas. Je l'ai fait parce que j'étais dans un milieu qui fait appel souvent à des freelances. C'est-à-dire que je bossais dans la publicité et j'ai pu directement avoir comme client mon ancien employeur. Donc j'étais c'était pas forcément calculé, mais j'étais assez en sécurité à ce niveau-là. Mais c'est pas le cas de tous les milieux. Et ceux qui veulent passer de salarié à indépendant comme ça du jour au lendemain, sans filet de sécurité, c'est extrêmement dangereux. Moi, je recommande toujours d'avoir au moins 6 mois. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais au moins 6 mois de revenus entre guillemets, de fonds de sécurité en fait. Tu vois, par exemple, si il te faut 2 000 € pour vivre chaque mois, tu te dis 6 fois 2 000, donc ça fait 12 000. Donc c'est bien d'avoir 12 000 € sur son compte en banque avant de chercher à faire le grand saut. Je sais que ça peut sembler beaucoup pour certains, mais c'est vraiment ce que je recommande. Et j'ai un proche qui fait exactement ça. Je l'ai aidé de A à Z à faire ça, et aujourd'hui ce proche-là, il va pouvoir faire la transition sans problème. Parce qu'il a bossé le week-end, le soir. Je sais que c'est pas très sexy, je sais que c'est pas très agréable à entendre, mais le meilleur moyen de passer de salarié à indépendant, c'est d'avoir une période un petit peu compliquée où on fait un peu les deux, quoi. Et là, effectivement, la personne de ma famille dont je parle, elle a beaucoup bossé tous ses week-ends, toutes ses soirées, etc. Mais elle avait vraiment envie, cette personne, de devenir indépendante, et c'est pour ça qu'elle le faisait. Je trouve ça très dangereux aujourd'hui, moi, de quitter son job. Et alors, à la limite, quand on a pas mal d'indemnités, etc., ça peut être intéressant parce qu'on se dit, on a finalement le fonds d'urgence, on se l'est créé comme ça. Mais moi, je trouve ça pas mal quand même de faire la transition avec au moins un client régulier. C'est quand même, on est quand même beaucoup plus peace dans sa tête. On est quand même beaucoup plus tranquille, moins stressé. Voilà, donc c'est ce que je recommanderais. Voilà un petit peu pour cet épisode. Alors, pour vous rappeler, les questions auxquelles je réponds durant ce live, ce sont les questions que je reçois souvent à question@yanlenen.com. Ça n'est pas les réponses que je reçois en commentaire parce que je peux pas les voir en fait. C'est assez compliqué. Donc question@yanlenen.com. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent se faire accompagner, il suffit de se rendre sur réussiravecyann.com. C'est une URL, donc réussiravecyann.com, et vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi ou quelqu'un de mon équipe et on va pouvoir parler de vos objectifs et voir si je peux vous être utile. Merci d'avoir assisté à ce live, à cette vidéo. Je vous dis à très vite. À plus.